Je vais vous laisser la parole au professeur Etteux, que j'ai eu la chance de rencontrer par 2 fois à Paris, lors de congrès sur von Humboldt, organisés une fois par le PSL, les grandes universités scientifiques et littéraires de Paris, et également à Sciences Po, il y a une année à peu près. Donc, monsieur le professeur m'a gentiment dit, quand il a vu le nom de Quand les plantes se font la malle, que c'était très Humboldtien, et cela m'a fait grand plaisir. Je lui passe la parole. Merci beaucoup. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Merci pour l'invitation. Comme le français n'est pas ma langue maternelle, je vous prie de bien vouloir pardonner les gaucheries stylistiques que je vais bien commettre, là, j'en suis sûr. Donc, je suis très très content d'être ici, de vous présenter donc, et de vous parler d'un vieux de 89 ans qui est né un 14 septembre et qui a écrit tout au long de sa vie et que vous connaissez certainement. Un vieux qui a écrit beaucoup sur les paysages superposés, et qui est mort à 89 ans. Un vieux qui a écrit en français, un écrivain français qui a bien habité aussi la région, un vieux qui a enseigné à l'université de Genève. Et là, je pense que vous commencez à douter de celui dont je suis en train de parler. Évidemment, je ne parle pas de Alexandre de Humboldt, que vous voyez là, à l'âge de 89 ans. Il est bien né un 14 septembre aussi, et il est bien mort à l'âge de 89 ans. Mais je vous parle là de Michel Butor. Michel Butor, né un 14 septembre, évidemment pas en 1769, mais en 1926. Michel Butor qui a parcouru le monde. Michel Butor qui a construit dans ces paysages superposés, par exemple dans un très très beau livre de poésie, de cette poésie de Butor que vous connaissez, les paysages planétaires, comme l'Alaska Amazonie, où les différentes régions se superposent. Alors Michel Butor, ce voyageur infatigable, il a bien quelque chose de très humboldtien. Pas seulement à cause du fait qu'il est né le même jour, au moins le 14 septembre, mais et pas seulement parce qu'il a voyagé continuellement, mais parce qu'il a compris que quand on écrit sur le monde dans son intégralité. Même quand on ne parle que, par exemple, d'un château, d'un lieu très précis, etc. On décrit et on écrit sur ce qu'on pourrait appeler, avec Benoît Mandelbrot, un fractal. C'est-à-dire une partie, un microcosme qui contient le tout. Et ceci dans des paysages superposés. Les paysages qui se superposent, disons, les images du nord, par exemple, de la planète, qu'on appelle maintenant le Global North, ou du sud de la planète. Ici, vous avez donc un vieux, cette fois-ci Alexandre de Humboldt, qui a bien construit toujours des paysages superposés. Là, vous le voyez avec le Chimborazo, au fond. Il s'est appelé lui-même le vieux de la montagne. Il y a tout un jeu là derrière. Mais évidemment, vous avez là un savant, un voyageur, un écrivain qui est en train d'écrire dans son petit carnet, dans son carnet où il a noté tout. Mais évidemment, quand il avait 89 ans, il n'était pas sur place.
C'est-à-dire là, vous avez un vieux qui en cache bien d'autres personnes aussi. Par exemple, un jeune de à peu près 30 ans qui a parcouru le monde et où les différents paysages, dont je vais d'ailleurs parler cet après-midi, nous disent beaucoup sur le monde que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Un écrivain qui, en parcourant le monde, a produit un savoir qui n'est pas seulement, disons, placé dans son temps, mais qui s'ouvre sur des horizons tout à fait nouveaux, même pour nous. Alors, Michel Butor a très bien compris cela. Michel Butor a très bien compris qu'il y a une continuité donc, de ce type de la production d'un savoir à partir du mouvement. Quand on bouge, on produit un savoir nouveau parce qu'on change de perspective. Alors ce vieux, né donc un 14 septembre 1769, a vécu presque 90 ans. Et sa vie est très facilement divisible en 3 parties. Je sais qu'en France, on divise toujours tout par 3. Alors Alexandre de Humboldt est bien français dans ce sens-là. Ce n'est pas par hasard qu'il vient d'une famille huguenote, donc française si vous voulez. Et Alexandre de Humboldt, qui a écrit en français, plus qu'en allemand, mais aussi en partie en espagnol, qui a écrit entre différentes langues, qui est donc un translinguiste, qui parcourt différentes langues. Donc cette vie est très facilement divisible en 3, et c'est toujours un peu moins de 30 ans. Donc commençons donc en 1769 jusqu'en 1799. Les premières 30 années, donc une vie qui a été esquissée déjà par la citation. D'ailleurs, il n'est pas vraiment toujours très modeste, Alexandre de Humboldt. Il sait ce qu'il vaut. Et pendant ces premières années, déjà, il avait un frère majeur, Wilhelm von Humboldt, Guillaume de Humboldt. Tout le monde pensait toujours que Guillaume, c'était quand même le plus fort, le plus intelligent, peut-être aussi le plus beau. Donc Alexandre ne commençait pas, disons, comme quelqu'un qui allait conquérir le monde par son savoir. Mais c'est ce qu'il a fait. Il y a une petite anecdote, se non è vera, è ben trovata. C'est peut-être pas vrai, mais il aurait dit au roi de Prusse qu'il ne voulait pas être soldat, mais qu'il voulait conquérir le monde par son savoir. Alors, il s'est spécialisé en différentes disciplines pendant ses premières 30 ans. Et c'est donc quelqu'un qui a fait un tour d'horizon des différentes disciplines de la maths, en passant par la chimie, la botanique, mais déjà très très tôt, évidemment, la littérature, les différentes cultures, les différentes langues. Il a étudié les langues à fond et il a pratiqué les langues tout au long de sa vie, très souvent, disons, en suivant cette règle qui, je crois, est tout à fait importante pour nous aujourd'hui aussi, c'est qu'on ne peut pas comprendre le monde à partir d'une seule langue. On ne peut pas comprendre le monde à partir d'une seule perspective, d'une seule culture. Il faut vraiment changer continuellement de langue, il faut changer de perspective, il faut changer de point de vue pour comprendre le monde. Et c'est pour ça qu'il a voulu quitter l'Europe. Il avait connu Forster, celui qui avait du temps de Bougainville, du temps de la Pérouse, qui avait fait le tour du monde avec James Cook, et il voulait connaître le monde. Il voulait parcourir le monde. Donc commence donc une vie rythmée par les voyages. Déjà pendant la première partie, jusqu'en 1799, mais à partir de 1799, du mois de juin de 1799, donc un peu moins de 30 ans, il a commencé son grand voyage en parcourant ce qui est aujourd'hui, donc, en passant par Tenerife, en passant par les îles Canaries, mais ensuite il a connu ce qui est aujourd'hui le Venezuela, la Colombie,
l'Équateur, le Pérou, le Mexique, le Cuba, avant et après 2 fois de séjour au Cuba, avant d'aller aux États-Unis et de rentrer à Bordeaux en 1804. Voilà, c'est donc ce voyage entre 1799 et 1804 qui l'a transformé vraiment en une super vedette de son temps. Hein. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, naît pendant presque 30 ans une œuvre américaniste qui va changer complètement la vision de l'Amérique et aussi la vision du monde. On peut dire que le nouveau monde créé par Alexandre de Humboldt va être, disons, une vision d'un monde nouveau. D'un monde nouveau qui va se construire sur un savoir, sur une vision complètement changée par rapport à ce que le XVIIIe siècle avait formé comme idée par rapport aux Amériques. Donc, il a publié cette œuvre en grande partie toujours en fragments. Et là, il est plutôt allemand dans ce sens-là, c'est-à-dire il a publié une 30aine de volumes, toujours première esquisse, une espèce de première esquisse, première approche à une problématique, à un thème, à un défi intellectuel, en 30 volumes. Et ces 30 volumes-là, qui sont d'ailleurs, qu'on peut d'ailleurs acheter, c'est pas une pub, mais cette œuvre très très belle, qui est scientifique et en même temps esthétique, en même temps, a formé plusieurs générations. Et même aussi, là je vais en parler, hier soir on vous a parlé de Philippe Descola, plusieurs générations de scientifiques, dont aussi Philippe Descola. Voilà, la deuxième partie donc, de sa vie qui est toujours interrompue par d'autres voyages, mais il est en train d'écrire sa grande œuvre américaniste et il prépare ce qui va devenir le Cosmos. À un moment où il avait déjà 60 ans, et c'est toujours une très très bonne idée quand on a 60 ans, et à l'époque c'était, n'est-ce pas, disons, à 60 ans on était plus vieux qu'aujourd'hui à 70 ou 75. Il a formé une belle entreprise dont il savait qu'il ne pouvait pas la terminer avant une autre 30aine d'années, le Cosmos, l'idée du Cosmos. Je pense qu'on peut prolonger sa vie pas comme un professeur allemand, on pense à la retraite à 65 ans, n'est-ce pas? Je pense que là, ce serait plutôt une idée qui tue, tandis que pour Humboldt, former une entreprise qui allait donc lui demander une bonne trentaine d'années de travail, ça a prolongé sa vie. Et quand il avait 60 ans, quand il a fêté son anniversaire, il était en Sibérie. Évidemment, donc toujours, ça va par trentaine, c'est en 1829, donc 30 ans après son départ aux Amériques. C'est très très facile, hein, c'est vraiment un homme pas trop compliqué sur ce plan-là. Le grand voyage en Sibérie. Et le grand voyage en Sibérie, et là il se rend compte d'ailleurs que tout dans sa vie est rythmé par ses 30 ans, presque toujours 30 ans. Et il conçoit l'idée de travailler jusqu'à ce moment-là. Et qu'il sera toujours en mouvement. Et qu'il pourra toujours produire un savoir. Cet homme est toute une académie, s'étonnait à l'époque quelqu'un de fameux, de célèbre. Alors cet homme, en 89 ans, il se veut toujours écrivain, en train d'écrire, et voyageur. Commence la dernière trentaine d'années, donc en 1829, avec leur voyage en Russie, en Sibérie, jusqu'aux confins de la Chine. Et c'est un voyage tout à fait différent par rapport au voyage américain, mais c'est ce voyage-là qui va lui permettre de compléter
son horizon, de compléter, disons, cette diversité de paysages, aussi des paysages intellectuels, qu'il va connaître tout au long de sa vie et qui va lui permettre de parler du cosmos. Donc, cosmos, évidemment, ça veut dire ordre, ce n'est pas le chaos, hein, c'est l'ordre, un ordre de la nature, de la culture, mais aussi c'est la beauté. Vous retrouvez cela dans la cosmétique. Alors, Humboldt n'a pas fait de cosmétique, mais il voulait vraiment créer quelque chose qui allait donc réunir le savoir, la science, et peut-être aussi un peu de sagesse, avec la beauté, avec ce que nos sens nous transmettent au-delà d'un savoir précis. Donc, quelque chose qui nous parle du tout et non pas d'une partie. Quelque chose qui veut analyser, mais en même temps synthétiser. De quelque chose qui veut donc se transformer en un savoir esthétiquement présenté. C'est pour ça que cet homme, ce vieux de 89 ans, a une influence aussi sur la façon de se représenter lui-même. C'est bien une peinture, un portrait de Ludwig Schrader, donc de 1859, de la même année de la mort d'Alexandre de Humboldt. Il avait cru entrevoir déjà qu'il allait mourir juste avant 90 ans. Et il savait que sa tête allait s'incliner bientôt. Mais elle surplombe le Chimborazo et le Canguairazo. Il y a une relation étroite entre cette tête et la cime. Vous savez certainement qu'à l'époque, le Chimborazo, on pensait que c'était la montagne la plus élevée du monde. C'est le Mount Everest de son temps, pour ainsi dire. Donc, il savait que sa tête allait s'incliner, mais il a voulu se représenter avec le Chimborazo au fond, parce que c'est la seule montagne dont il n'a pas pu conclure la montée. Il n'est jamais arrivé à la cime du Chimborazo, contrairement à tous les volcans qu'il avait donc connus. Évidemment, il avait choisi le Chimborazo comme une idée fondamentale de sa propre vie, de l'inconclusion, de l'ouverture radicale de notre vie, qui ne termine pas et qui ne se termine jamais avec une arrivée, mais qui s'ouvre toujours avec une ouverture vers ce qui va venir. Quand on pratique la science, on sait toujours qu'on ne va pas arriver à un point d'arrivée, disons, à un point final. Le mieux, c'est toujours d'être en mouvement, que les choses s'ouvrent, que le paysage s'ouvre et que nous commençons à cheminer, que nous commençons à parcourir le monde. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, je vais vous parler de manière beaucoup moins poétique et je suis vraiment désolé, je n'ai pas ces aptitudes-là. Mon cerveau, je vais en haut, ouais. Mon cerveau est malheureusement excessivement rationnel et ce sera beaucoup moins poétique. Moi, je vais vous parler de Humboldt par rapport à ce que ça évoque pour moi. Et ça évoque deux concepts, puisque je suis botaniste et écologue. C'est le concept d'écologie. Ça a été un des précurseurs à travers ses écrits et ses propos d'une manière d'appréhender le végétal, non pas comme une juxtaposition d'espèces, mais quelque chose qui appréhende un petit peu mieux les communautés végétales. Et puis alors une autre science, qui est celle dont je vais vous parler beaucoup ce matin, qui est ce que lui appelait à l'époque la géographie des plantes, qu'on appelle maintenant la biogéographie, c'est-à-dire cette façon de réaliser que, bien effectivement,
l'ensemble des êtres vivants à l'échelle de la planète eh bien, sont répartis, organisés, ont des aires de répartition particulières. Et donc, effectivement, à travers notamment leurs travaux lors de ce voyage que vous avez évoqué, eh bien, c'est là qu'un certain nombre de ces concepts ont été, enfin, en tout cas les prémices de ces concepts ont été élaborés. Alors, ce n'est pas exactement le même dessin, là on voit le Chimborazo derrière. Voilà. Donc là, c'est une autre représentation. Et il a d'autres dessins qu'il a fait où ils ont montré qu'effectivement, quelque chose qui paraît extrêmement classique aujourd'hui, c'est que les communautés végétales sur une montagne, depuis les zones basses jusqu'aux zones hautes, eh bien, il y avait des espèces, il y avait des associations, des communautés végétales qui étaient organisées. Et c'est effectivement, ils avaient constaté ça lors de leur premier voyage. Et puis, bien, Alexander von Humboldt a voyagé avec un naturaliste français qui s'appelle Aimé Bonpland, qui a fait un énorme travail en botanique également lors de cette expédition. Alors je vais assez peu parler de la vie d'Humboldt parce que je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet, mais je me dois quand même, puisque c'est la base du travail, de rappeler effectivement ces dates. 1799, départ de la Corogne, retour en 1804 à Bordeaux, donc un voyage d'à peu près 5 ans, en Amérique centrale, donc avec un passage en Amérique du Sud et en Amérique centrale avec les fameux dessins sur le Chimborazo qu'on a vu. Voilà, donc là des concepts déjà un petit peu plus écologiques. Et puis à son retour, ce qui a amené effectivement cet immense succès qu'il a eu, son fameux ouvrage Géographie des plantes équinoxales, qui a vraiment été quelque chose qui pendant presque les 30 ou 40 années suivantes a été un document de référence, a été vraiment en termes de concept scientifique quelque chose de très très important. Donc au-delà de cette évolution des idées, il a également, enfin ils ont, puisqu'ils ont travaillé à deux, ramené énormément de matériel végétal, donc 35 caisses, 60 000 échantillons, qui ont véritablement considérablement augmenté les connaissances qu'on avait de la biodiversité à cette époque, puisque certains chiffres énoncés indiquent qu'ils ont apporté 6% de connaissances en plus dans le domaine végétal. C'est-à-dire que ça a été vraiment un apport considérable en matière de biodiversité. Alors bien entendu, comme ça se faisait de manière assez classique, bien, tout un tas de plantes rendent hommage à cette expédition. On avait déjà parlé de Bougainville à l'époque. Donc vous en avez plusieurs. Une que j'aime beaucoup, beaucoup. Le pointeur, non, c'est pas là? Si. Non, c'est pas un pointeur? Agnès, il n'y a pas un pointeur, non? Je pensais que ça faisait pointeur, c'est pour ça. Alors je vais le faire à la main jusqu'à ce que le pointeur arrive. Alors voilà, ça c'est son fameux ouvrage, hein. Essai, comme le disait monsieur. Essai de la géographie des plantes. Alors, par rapport à Humboldt, vous avez une superbe plante carnivore qui s'appelle Utricularia humboldti, qui est une espèce qui vit à l'intérieur de Broméliacées, avec un appareil végétatif extrêmement réduit, et puis alors une fleur absolument somptueuse. Et puis deux autres exemples, un cactus, qui s'appelle Harissa bonplanti, qui rend hommage à Bonpland, et puis un anthurium, donc une aracée, Anthurium bonplanti. Il y en a comme ça, c'est juste quelques exemples que j'ai sélectionnés pour vous. Alors effectivement, moi je suis extrêmement impressionné par le travail qu'ils ont pu faire à cette époque-là, puisque bien entendu, la génétique n'était pas connue, la dérive des continents n'était pas connue, etc. Enfin, énormément des concepts qu'on utilise communément aujourd'hui n'étaient absolument pas connus, et ils débarquent eh bien, dans des paysages extrêmement riches, extrêmement variés. Et ils ont vraiment dégrossi par rapport à toutes ces connaissances. Alors, il s'avère que je rentre du Panama. Je suis rentré la semaine dernière. Et donc, en préambule, je vous montre quelques images pour vous montrer un petit peu comment ils ont pu travailler sur le terrain. Et vous avez par exemple le genre Trichomanes, un fougère à très très large répartition, donc il existe des espèces. Celle-ci est vraiment très intéressante parce que le feuillage est presque phosphorescent. C'est un vert très particulier, on a l'impression qu'il y a une lumière derrière. Alors en photo on n'arrive pas à le traduire, mais
C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, un autre groupe de plantes, dont je vous donnerai après quelques explications, c'est le groupe, ce qu'on appelle les Cicadacées, et dont il existe un genre spécifique à l'Amérique, qui est le genre Zamia, essentiellement sud-américain et un petit peu centra-américain, avec une espèce très particulière qui vit de manière épiphyte. Alors, vous l'avez... Il fonctionne, Richard? Non? Ok. Alors, vous l'avez ici, épiphyte, donc il vit accroché sur les plantes, donc c'est Zamia pseudoparasitica. Là, vous avez un individu ici, puis un autre ici à côté. Voilà, une autre plante, toujours de la famille des Zamiacées, mais alors qui cette fois-ci est terrestre, un superbe Zamia à très fort développement. Donc ce sont des plantes aujourd'hui rarissimes dans la nature. Je vous donnerai quelques éléments après pour vous expliquer pourquoi ces plantes sont extrêmement rares. Les orchidées, Panama, c'est quasiment 1000 espèces d'orchidées. Et donc, lors de leurs expéditions, ils ont été confrontés à cette richesse qui était bien entendu excessivement supérieure à celle qu'on rencontrait en zone tempérée. Donc là, vous avez une vue de près et vous avez une vue dans son milieu naturel. Donc un autre genre Dicaea, genre américain. Un autre genre typiquement américain, le genre Camedorea, ce sont des palmiers de sous-bois américains avec une espèce qui est vraiment assez exceptionnelle, endémique également du Panama, qui s'appelle Verucunda. Alors, une des plus belles plantes qu'on a été amené à voir, c'est la famille des Cyclantacées, c'est une famille également tropicale avec énormément de représentants, et un genre absolument somptueux qui s'appelle Dicranopygium, avec les feuilles qui sont lumineuses. Voilà, donc on y rencontre également des serpents. Donc ce qu'on va expliquer pour le côté végétal est également valable pour le côté animal, que je développerai peu. Mais là, typiquement, vous avez un serpent centre et nord du sud de l'Amérique. Voilà. Donc les grenouilles de verre, donc ça c'est des animaux qu'on rencontre la nuit, une espèce également typiquement américaine. Et puis ces recherches sur la biodiversité, eh bien, Humboldt et Bonpland l'ont fait à leur époque. Eh bien, cette description et cette connaissance de l'ensemble des espèces du règne animal et végétal n'est pas finie. Il y a encore énormément de programmes de recherche. Et le fameux institut américain de la Smithsonian, que vous connaissez, qui a de grands musées à Washington, eh bien, continue de financer, notamment au Panama. Il y a plusieurs centres de recherche. Et j'ai eu la chance d'y être hébergé pendant quelques temps et d'assister une nuit à la pose de lampes avec des entomologistes qui collectaient et qui indiquaient à chaque fois qu'il y avait encore tout un tas d'espèces à découvrir. Et effectivement, on en parlait ce matin au petit déjeuner. Vous imaginez en 1h30 le nombre de papillons et le nombre d'animaux qui ont pu arriver devant ces lumières. Alors, Humboldt et Bonpland, c'est les prémices, c'est les premiers concepts. Et puis il y a eu une étape qui moi m'intéresse beaucoup, c'est Wallace, qui s'est inspiré, qui a lu bien sûr les écrits de Humboldt et Bonpland, et qui sur cette base-là, eh bien, voyage dans l'archipel malais entre 1876 et 1880, et il publiera un ouvrage. Et on le connaît beaucoup pour sa relation avec Darwin sur le concept d'évolution, mais en matière de biogéographie, il a vraiment apporté énormément, ça a été une très grande avancée. Et moi, il y a une phrase qui sera le moteur de toute ma présentation de ce matin, qui est une phrase qui est extraite de cet ouvrage, qui dit « La formation des espèces est une conséquence de la dispersion des populations et un reflet de leur histoire évolutive. » Donc on est il y a 150 ans à peu près. Donc c'est une vision extrêmement intéressante. Et effectivement, aujourd'hui encore, on est encore dans cette dynamique de quelle est la genèse de cette espèce, à quel moment elle est apparue, quels sont ses descendants, comment elle s'est dispersée, comment elle s'est diversifiée. Et cette phrase-là, eh bien, c'est une phrase qu'on doit de Wallace, inspirée de Humboldt et Bonpland. Alors, il fait lui également son voyage, vous en avez ici une vue, donc ce qui correspond aujourd'hui à l'Indonésie et aux Philippines. Et alors, ce qui m'impressionne énormément, c'est qu'il a pu, lors de son voyage, définir cette fameuse ligne qui existe encore aujourd'hui, cette grande frontière biogéographique
C'est-à-dire qu'il avait constaté que la flore et la faune du côté indo-malais, Sumatra, Java, Bornéo, eh bien, on avait vraiment une frontière et on passait dans un autre univers biogéographique de l'autre côté qui, elle, était plus sous influence australienne. Et donc cette ligne, eh bien, qu'on a appelée la ligne de Wallace, est encore une ligne qui existe encore aujourd'hui. Et qu'il avait, à travers ses herborisations, à travers ses découvertes, bien déjà pressenti qu'on était face à deux univers, à deux mondes différents. Donc effectivement, un certain nombre de plantes et d'animaux portent son nom, bien entendu. Alors je vous en ai mis un très beau. Comme il a beaucoup voyagé dans ces zones-là, c'est les zones dans lesquelles vivent les paradisiers. Alors je n'ai pas pu résister au fait de vous mettre le paradisier de Wallace, puisque c'était un oiseau important. Et puis je passe malheureusement sur toute cette relation extrêmement intéressante entre Darwin et Wallace sur le côté évolution et sur l'émergence des théories de l'évolution. Alors cette science, elle a continué d'évoluer, elle a continué de profiter de toutes les recherches sur la classification végétale, recherche et connaissances en génétique, en dérive des continents, en climatologie, en physiologie, etc., etc. Et c'est une science dont la définition, je ne me suis pas embêté, j'ai repris la définition de Wikipédia, qui dit c'est une branche dans la croisée des sciences dites naturelles, de la géographie physique. Donc effectivement, la dérive des continents et l'ensemble des éléments de la géographie des plantes, enfin, géographie physique, ont des conséquences sur la répartition, c'est bien évident. La pédologie, parce qu'effectivement, la répartition des plantes suit des contextes et des considérations écologiques, notamment pédologiques. L'écologie, bien entendu, la bioclimatologie, la biologie de l'évolution, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment une discipline à part entière, avec, comme je vous le montre, des publications, des ouvrages, des revues, des périodiques, etc., qui traitent de cette science. Et effectivement, je vais aborder les choses d'une manière très générale, mais effectivement, eh bien, les plantes qu'on retrouve en Amérique, qu'on retrouve en Afrique, qu'on retrouve dans la région indomalaise ou australienne, ou même dans les zones tempérées, le néarctique ou le paléarctique, eh bien, effectivement, les girafes ne sont pas en Asie, etc., etc. Et il y a véritablement des explications à trouver pour comprendre tout ça. Alors, comme on peut se faire plaisir à la Médicée, je me suis permis de partir de l'origine. Donc l'origine, c'est quoi? C'est qu'effectivement, eh bien, on peut partir de l'origine de la vie, de cette première cellule que les scientifiques ont appelée Bucca. Et donc, normalement, la répartition des êtres vivants à l'échelle globale aujourd'hui, eh bien, doit quelque part, peut-être, être le reflet, la traduction de toute cette phylogénie générale qu'on retrouve aujourd'hui. D'accord? Est-ce que, par exemple, tous ces grands phylums que vous voyez les uns après les autres, eh bien, est-ce que la répartition des plantes est quelque part, on arrive à retrouver des traces de cette histoire-là? Voilà. Alors là, pour la petite anecdote, c'est Darwin. Ça, c'est un phylogramme moderne, donc il distingue bien les trois grands groupes qui sont aujourd'hui distingués, que sont les archées, les bactéries et les eucaryotes. Voilà, et puis ça, c'est un des tout premiers à avoir été constitué. Eh bien, effectivement, ces trois grands groupes, ces trois grandes divergences évolutives, eh bien, aujourd'hui encore, dans certains contextes très particuliers, eh bien, on retrouve ces groupes anciens. Et quand les conditions écologiques et que les conditions de milieu l'ont permis, eh bien, on retrouve encore des traces, des éléments de cette histoire ancienne, très ancienne, puisque j'ai oublié de vous le préciser, excusez-moi, mais l'émergence de cette première cellule, ici, on est de l'ordre, alors les publications varient, mais de 3,2, 3,5, 3,8 milliards d'années. D'accord? Donc ces trois grandes distinctions sont des choses on est sur une échelle de temps de milliards d'années. Et effectivement, en termes de répartition, eh bien, dans les endroits où les conditions l'ont permis, eh bien, on a la subsistance encore d'éléments de cette histoire biogéographique. Avec ici, vous avez Yellowstone, ici, vous avez les fameuses zones sous-marines avec l'activité volcanique, eh bien, dans lequel les archées, ce groupe excessivement ancestral,
hein, donc qui ressemblent à des bactéries, qui sont des prokaryotes, mais sur une base du soufre et pas sur une base de l'oxygène, eh bien, ces êtres vivants-là eh bien, existent encore. Et on peut établir une biogéographie de ces groupes extrêmement anciens. Toujours dans la même idée, eh bien, sont apparus et ont eu un moment également dans une échelle de temps de milliards d'années, sont apparus des êtres vivants qu'on a appelés les stromatolites. Eh bien, ces stromatolites qui vivent, donc là vous l'avez ici, vous en avez à l'état fossile, donc on en retrouve assez facilement, enfin assez facilement, non parce que c'est quand même dans des gisements extrêmement anciens, on trouve des stromatolites dans des gisements. Eh bien, on a encore aujourd'hui, dans 2 endroits du monde, donc ça c'est en Australie, sur la côte ouest australienne, et puis ça c'est dans les Bahamas, eh bien dans 2 endroits du monde, ces êtres vivants apparus à un moment dans l'histoire évolutive, ils ont eu une phase d'expansion, donc ils ont couvert à un moment énormément d'endroits dans le monde, et bien ensuite, après cette phase d'expansion, il y a eu une phase de régression, et il y a 2 endroits dans le monde dans lesquels, eh bien aujourd'hui encore, on retrouve ces traces du passé. Ce qu'on appelait avant des fossiles vivants, eh bien voilà, il existe une biogéographie pour ce type d'être vivant. Alors, il y a également beaucoup de choses qui ont disparu, bien entendu. Alors, je ne peux pas résister à vous donner cette information sur, qui a maintenant quelques années, hein, sur l'émergence depuis des êtres unicellulaires aux êtres pluricellulaires. Ça a été une étape importante de cette évolution, avec les découvertes qui ont été faites au Gabon. Donc c'est aujourd'hui la date qu'on donne pour le passage d'êtres unicellulaires à des êtres pluricellulaires. Et puis après, eh bien, on avance dans le temps, et là, bien entendu, plus on va avancer dans le temps, plus on va remonter, je ne dis pas de bêtises, c'est ça, plus on va remonter dans le temps, et plus on va commencer à voir apparaître des groupes qui ressemblent à ceux qu'on retrouve aujourd'hui. Donc les phénomènes très anciens, eh bien, ils sont assez peu perceptibles dans les écosystèmes. On en trouve quelques traces, je vous en ai montré. Et puis plus on va arriver à des innovations, à des groupes modernes, et plus ça va ressembler à ce qu'on retrouve aujourd'hui à l'échelle de la Terre. Donc l'émergence des végétaux terrestres, ça a été extrêmement important. Voilà. C'est daté à ce jour d'à peu près 470 millions d'années. Et voici le fossile de ce qui serait a priori peut-être un des premiers végétaux terrestres. Et cette histoire-là, donc voilà à quoi ressemblait la Terre il y a à peu près 460 millions d'années, eh bien, voilà une représentation scientifico-artistique, on va dire, de à quoi pouvaient ressembler ces premiers végétaux. Eh bien, quand vous êtes dans le monde tropical, donc c'est une espèce à répartition pantropicale, Amérique, Afrique, Asie, et même aux Canaries, je fais exprès de prendre cette petite photo, même dans des zones un peu subtropicales ou tempérées chaudes, eh bien, cette petite espèce, qui est assez commune, hein, s'appelle Psilotum nudum, eh bien, a persisté. C'est une espèce de trace, de relique, entre guillemets, de ces époques-là. Voilà, un descendant, si vous voulez. Et c'est, bien entendu, c'est une histoire très ancienne, donc c'est une espèce à très large répartition. Et puis l'histoire continue. Donc l'émergence de nouveaux groupes, des groupes proches des fougères, pour faire simple, et puis le groupe des conifères, où là on est au cours de l'ère secondaire, où là effectivement la forêt, l'ensemble de la planète se couvre d'immenses forêts de conifères, puisque c'était le groupe dominant à cette époque-là, enfin à cette ère-là, l'ère secondaire, au Mésozoïque. Et puis donc on retrouve aujourd'hui, alors là c'est la fameuse photo, j'espère y aller un jour, c'est en Nouvelle-Calédonie, eh bien, à nouveau, il y a eu une phase d'expansion de ce groupe ancien, les conifères, et puis une phase de régression, et on retrouve encore des petites touches, des petits éléments, des petites traces de cette histoire à l'échelle mondiale, avec certains conifères en zone tempérée et certains groupes en zone tropicale, notamment les araucarias. Et puis un groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les fameux cycas, hein, je vous avais montré 2 espèces de Zamia au Panama. Ben là, c'est la même histoire, c'est un groupe très ancien, c'est un groupe du primaire, apparu il y a 350 millions d'années, et puis à une période extrêmement importante, une période qu'on a appelée le Carbonifère, énormément de vie, d'humidité, des grandes forêts qui ont donné beaucoup de charbon, puis la période d'après, beaucoup plus sèche, qu'on a appelée le Permien, et bien ce groupe-là, qui était un groupe plutôt ancien, les cycas,
eh bien, c'est un groupe qui a explosé à l'échelle mondiale. Et on retrouve aujourd'hui encore des traces, puisqu'on a des cicadacées américaines, des cicadacées africaines, des cicadacées asiatiques, des cicadacées en Australie, mais avec à chaque fois des espèces, des genres, voire même des familles différentes, puisqu'il y a plusieurs familles. Donc à nouveau, cette histoire ancienne, pour revenir aux propos de Wallace, cette histoire ancienne se retrouve encore aujourd'hui pour expliquer la répartition de ces végétaux. Alors j'ai choisi une espèce un peu emblématique, c'est l'espèce de Cuba, une micro-endémique de Cuba, qui est une relique, qui s'appelle Microcycas calocoma, donc vous avez ici des représentations. Bon, je ne l'ai pas vu dans la nature malheureusement, mais il y en a de très très beaux au jardin botanique de Fairchild. Voilà, donc un autre genre, le genre Ceratozamia. Donc il y a tout un tas de genres. Je vous ai montré Zamia américain, j'aurais pu vous montrer Encephalarctos en Afrique, mais il y a eu la répartition des plantes de cette famille-là, bien, est une traduction de l'histoire des végétaux. Et puis l'histoire continue. Je vous ai parlé des cycas, je vous ai un petit peu parlé des conifères, des fougères, et puis maintenant arrive ce qui domine aujourd'hui tous les paysages des régions tropicales comme dans les zones tempérées, ce sont les plantes à fleurs. Et il y a à peu près, alors là, quand j'étais à la fac, on disait 100, après 110, maintenant 120, maintenant 125, sont apparus le groupe des plantes à fleurs. Et voilà à quoi ressemblait la Terre il y a à peu près 130 millions d'années, au moment où sont apparues les plantes à fleurs. Alors ça, c'est un fossile chinois qui s'appelle Archaeofructus, qui serait le fossile de la plus ancienne plante à fleurs. Et puis, eh bien, comme les concepts d'évolution sont aujourd'hui acquis, ce qui n'était pas le cas, bien entendu, à l'époque de Humboldt et Bonpland, eh bien, derrière ces premières angiospermes, eh bien, il y a eu, ce qui arrive tout le temps, tout un tas de groupes qui ont évolué les uns par rapport aux autres pour former eh bien, toutes les familles, les à peu près 300 000 espèces végétales de plantes à fleurs qu'on retrouve aujourd'hui, réparties dans à peu près 450 familles. Tout ça, c'est une histoire évolutive qui a commencé il y a à peu près 125 millions d'années. Alors ces plantes, eh bien, elles ont évolué, elles ont créé tous ces groupes. Alors, je ne peux pas résister à vous en montrer quelques-unes de ces toutes premières plantes à fleurs, dont certaines existent encore aujourd'hui. Donc la fameuse famille des Amborellacées, qui existe aujourd'hui encore en Nouvelle-Calédonie. La famille des Nymphéacées, c'est une très vieille famille de plantes angiospermes, avec le Nuphar luteum, le Nuphar thermarum, une petite espèce dont je pourrais vous parler qui a une répartition très particulière. Au sein toujours de cette famille, les fameuses Victoria, donc qui est un genre typiquement américain, représenté par 2 espèces. Voilà, et puis la serre de Paxton que vous avez ici à côté, qui se trouve à Kew. Puisque le moment où la plante est découverte et qu'elle se diffuse en Europe, il y a tout un engouement dans la première partie du 19e pour l'installation des fameuses serres à Victoria. La famille des Schizandracées, c'est également une famille angiosperme extrêmement primitive. La famille des Eupotomiacées, alors là c'est une famille endémique australienne. Et puis là c'est la famille des Myristicacées, avec un genre que vous connaissez bien, c'est la muscade. Donc c'est une famille ancienne, les Myristicacées, c'est une famille essentiellement à répartition du sud-est asiatique. Voilà, encore une autre famille ancestrale qui est très bien représentée dans cette zone du sud-est asiatique, qui est la famille des Hymentandracées. Et il y a effectivement, quand on prend ces premières familles ancestrales, les premières plantes à fleurs, eh bien dans tout ce sud-est asiatique, Papouasie, Nouvelle-Calédonie, Sumatra, Java, Bornéo, il y a beaucoup de plantes primitives tropicales qui ont trouvé refuge et qui existent encore aujourd'hui là-bas. La famille des Degeneriacées, alors elle vit uniquement aux îles Fidji, une très très vieille famille, avec des fleurs très particulières. La famille des Anonacées, c'est également une très vieille famille, par contre, qui a beaucoup de représentants aujourd'hui. Une famille également à large répartition, mais qui est ancestrale, la famille des Lauracées, avec des représentants en zone tempérée, comme le Laurus nobilis, le Persea, l'avocatier, et puis le Kamph, le genre Cinnamomum. La
famille des Hernandiacées, également une très bonne répartition dans le sud-est asiatique, mais ce sont des familles anciennes, hein, et vous voyez que la répartition est pantropicale, hein, et on en retrouve véritablement sur les 3 continents. Ah, une famille que j'adore beaucoup, c'est la famille des Gomorthécacées, alors qui était une famille à large répartition, qui aujourd'hui est à l'état relictuel, dans un tout petit endroit, dans quelques petites forêts chiliennes. La famille des Piperacées, également, c'est une famille très ancienne, mais qui a de nombreux représentants à l'échelle mondiale, pantropicale. Et puis alors, une de mes préférées, c'est la famille des Lactoridacées, dont on retrouve des fossiles, qu'on retrouve à l'état fossile dans énormément de régions du monde, et qui, à l'état spontané sauvage, n'existe plus que dans les îles Juan Fernandez. Voilà. Elle a trouvé refuge dans les îles Juan Fernandez. Très intéressant, parce que les Juan Fernandez sont des îles volcaniques. Alors, pour avoir un petit débat sympathique là-dessus. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on est face à des plantes plutôt tropicales ou subtropicales. On pourrait être surpris de les voir à la frontière canadienne. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que depuis la fin du Crétacé, donc il y a 65 millions d'années, la Terre, globalement, subit un très lent refroidissement. Donc on a effectivement une concentration, énormément de plantes et de familles tropicales qui avaient de très larges répartitions en Antarctique, même jusqu'au Groenland, eh bien, se sont resserrées aujourd'hui pour intégrer la zone tropicale qu'on connaît aujourd'hui. Puis enfin, donc, la famille des Aristolochiacées, qui est également une famille très ancienne, qui est également une famille à répartition pantropicale. Alors maintenant, quelques petites considérations sur ces fameux empires, puisque l'histoire est ancienne. Tous ces groupes dont je vous ai parlé se sont installés au cours du temps. La dérive des continents, eh bien, a permis effectivement l'émergence d'empires, puisque en biogéographie, on a créé des subdivisions. La plus grande subdivision à l'échelle mondiale, on appellera ça des empires. Ensuite, la deuxième subdivision, on appellera ça des régions. Et la troisième subdivision, on appellera ça des domaines. Donc effectivement, à l'échelle mondiale, eh bien, la flore américaine, africaine et asiatique eh bien, a des caractéristiques différentes. La première d'entre elles dont je vais vous parler, c'est l'Amérique, qu'on appelle néotropicale, avec une famille que vous connaissez, puisqu'on la met dans les jardins. C'est la famille des Tropaelacées, et notamment le genre Tropaelum, c'est-à-dire les capucines. Là, vous avez des capucines tropicales, qui sont des lianes. Et puis ça, c'est une capucine très intéressante, qui est une capucine qui vit dans les montagnes d'Amérique du Sud. Très très belle capucine. Alors une petite capucine que j'aime beaucoup, qui s'appelle la capucine des Canaries, parce qu'elle a été découverte aux Canaries, mais en fait, elle est originaire du Pérou. Donc ça va, pas de problème, elle reste véritablement américaine. Bien entendu, la famille des Broméliacées, qui est une famille à 99,99% américaine, avec un seul petit représentant en Afrique qui s'appelle Pitcairnia felicina. Donc la famille des Tillandsia, voilà, ça c'est la fleur de Pitcairnia felicina, et puis ça c'est une fleur d'ananas, puisque l'ananas appartient à la famille des Broméliacées. Donc essentiellement des plantes épiphytes, mais quand même quelques représentants terrestres, le genre Puya, le genre Ectia, avec une certainement des plantes les plus spectaculaires à l'échelle mondiale, qu'on appelle le Puya raymondi. Alors un genre qui n'est pas exclusif à l'Amérique, mais qui est quand même, dont le centre de diversité se trouve en Amérique, c'est le genre Fuchsia. On en retrouve à Tahiti, on en retrouve en Nouvelle-Zélande, mais c'est en Amérique qu'il y en a le plus, en zone tropicale, en zone tempérée et même en zone alpine. Alors un genre super typiquement américain, le genre Bomarea, avec, c'est pas rare du tout hein, quand on est en milieu tropical américain, avec des espèces absolument somptueuses. Voilà, tout ça c'est américain. Un genre de Gesneriacées, j'ai voulu faire le clin d'œil à mes collègues de Genève, puisque c'est un de leurs thèmes de recherche, les Gesneriacées sud-américaines. Il y a une exposition à l'extérieur qui en parle, avec un genre que j'ai choisi parce que je le trouve absolument somptueux, qui est le genre Kelleria. Le genre Neomarica, c'est toujours le même principe, c'est un genre uniquement américain. Après, une famille complète, qu'on retrouve parfois en jardin botanique, mais qu'on a du mal à cultiver, des plantes assez délicates, c'est la famille des Eriocolacées. Voilà, et puis comme je suis fan d'orchidées, donc je vous ai choisi deux genres, le genre Dracula, voilà,
avec une autre espèce de Dracula, voilà, qui est un genre essentiellement sud-américain avec quelques représentants en Amérique centrale. On continue. Donc, je vous ai présenté l'empire néotropical. Maintenant, je vais vous donner quelques éléments sur l'empire australien. Voilà, le genre Eucalyptus. Le genre Eucalyptus. 680 espèces, du sud, du centre, du nord. Certains vont même jusqu'en Papouasie et certains vont même jusqu'en Philippines. Mais vraiment, ce qu'on appelle le centre de diversité, hein, le centre de diversification, eh bien, se trouve très clairement en Australie. Donc c'est vraiment un genre typique de cet empire australien. Alors avec quand même quelques plantes qui voyagent un peu plus loin depuis leur centre de diversité, et bien entendu, celui que peut-être est le plus spectaculaire, qui vient des Philippines, eh bien c'est le fameux Rainbow Eucalyptus, qui s'appelle Eucalyptus deglupta. Voilà. Alors qu'on retrouve en zone tropicale parfois dans les jardins botaniques. C'est très très beau. Et c'est un eucalyptus tropical. Hein. Ce n'est pas un eucalyptus tempéré du type de ceux qu'on met chez nous dans le sud de la France. Voilà, un autre eucalyptus absolument somptueux. Voilà, d'autres plantes, la famille des Stylidiacées, la famille des Proteacées, avec des genres endémiques américains, des genres endémiques africains, des genres endémiques australiens. Puisqu'il y a eu un moment où tous ces continents étaient soudés, dans un immense continent qu'on appelait la Gondwana, et entre le Jurassique et le Crétacé, eh bien, tout ça a éclaté, et il y a des petits bouts qui sont partis, des petites populations de plantes, qui sont parties sur chacun des 3 continents, et qui ont fait de la spéciation, et qui ont permis l'émergence de différents genres. Voilà. Et concernant l'Australie, eh bien, c'est entre autres le genre Banksia. Voilà, avec quelques espèces assez spectaculaires. Le genre Grevillea également, un genre australien, pardon. Un autre genre, alors ça on n'est pas dans le monde tropical, c'est le genre Tylotus, la famille des Amarantacées. Et on continue, voilà, avec cette fois-ci l'empire afrotropical. Alors je vous ai montré des plantes de forêt équatoriale concernant l'Amérique. Alors cette fois-ci j'ai pris un autre parti pris. Là j'ai pris cette fois-ci le parti pris de vous parler des plantes succulentes. Ce qui me permet d'ailleurs de vous parler de quelque chose, c'est que c'est ce qu'on appelait les empires, ce qu'on appelle les empires et qu'on appelle également écozones. Eh bien, quand moi j'étais à la fac, on disait, ici on appelait ça le néotropical. Depuis l'Asie jusqu'à l'Afrique, on appelait ça le paléotropical. Et on distinguait ici, regardez, il y a notamment dans les succulentes, mais dans plein d'autres genres, les bruyères, les protéacées, on avait même distingué un empire particulier ici, qu'on appelait l'empire capensis. Aujourd'hui, il semblerait que cet empire-là soit intégré à l'empire africain, ce qui, moi, me surprend un petit peu, mais c'est comme ça. Et puis, par contre, on a distingué la flore africaine de la flore du sud-est asiatique, puisqu'on en a fait 2 empires différents. Voilà. Bon, je me suis fait plaisir sur les photos et les genres. Hein. Voilà. Je vais essayer de vous mettre des belles fleurs. Voilà, le genre Caralluma, avec 2 espèces. Voilà, d'autres espèces du genre Caralluma. Donc c'est les petites Asclepiadacées, hein, c'est les plantes des milieux secs africains. Et ça va jusqu'à l'Inde. Un autre genre, toujours dans cette même famille, c'est le genre Ceropegia. Voilà, avec Armandie. Et puis cette espèce-là, qu'on retrouve assez facilement dans les jardins botaniques, qui s'appelle Ampliata. Et puis ces Ceropegia, eh bien, ils sont en Afrique d'une manière extrêmement abondante. Et puis, eh bien, regardez, ce genre, 160 espèces. Il y a une espèce qui est allée en Australie, et il y a même une espèce qui a colonisé, qui a réussi à gagner les îles Canaries. Donc vraiment, le centre de diversité, c'est l'Afrique, mais une d'entre elles est arrivée jusqu'aux îles Canaries. Bon, un genre, le genre Monodora, la famille des Anonacées. Donc on continue, enfin on termine, même plus exactement, avec le dernier qui est donc le fameux empire indo-malais, qui est aujourd'hui distingué. Et puis regardez, cette fameuse ligne de Wallace
donc découverte au milieu du XIXe siècle, eh bien aujourd'hui encore, dans les concepts les plus modernes de distinction des empires, eh bien cette frontière biogéographique, elle existe encore. Donc il avait pressenti, à cette époque-là, qu'on était face effectivement à deux univers. Ça, c'est l'univers. Là, il y a eu notamment l'influence de l'Inde, puisque l'Inde vient, comme vous le savez, était raccrochée auparavant à la Gondwana et est montée. Donc elle a fait des apports floristiques extrêmement importants. Il y avait la péninsule arabique et tout ce secteur-là qui était raccroché. Et puis la flore australienne, elle, qui est très originale également, donc qui a permis d'établir les deux frontières de part et d'autre et de distinguer cet empire biogéographique. Et puis bien entendu, je ne vous en ai pas parlé pour l'instant, mais la limite nord, ça c'est le monde tropical, ça c'est le monde tempéré et froid. Et comme ici en Amérique, hein, vous avez la frontière qui est fixée à cet endroit-là entre le monde tempéré américain et le monde tropical américain. Alors, la frontière n'est jamais nette, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes au Mexique par exemple, si vous êtes dans l'état d'Oaxaca ou dans l'état du Chiapas, eh bien, quand vous êtes sur certains versants, vous allez trouver des éléments de flore tempérée, des chênes, des charmes, des pins, etc. Donc des éléments floristiques, des aulnes, des éléments floristiques tempérés. Et puis dans d'autres contextes, vous allez voir des broméliacées, des orchidées, des cactus, etc. Donc ce n'est pas une transition brutale, c'est toujours une transition progressive entre le monde tropical, l'empire tropical et l'empire tempéré. Alors, indo-malais, j'ai choisi deux genres qui me plaisent beaucoup. Le premier, eh c'est le genre Nepenthes. Alors, le genre Nepenthes, vous les connaissez, c'est vendu en jardinerie. Alors, quand moi j'ai commencé en jardin botanique à Lyon, en 2000, il y avait 65 espèces. 65. Alors, c'est un groupe qui excite énormément de monde, des professionnels, des scientifiques comme des amateurs. Il y a énormément de réseaux, d'associations, de forums qui travaillent sur le sujet. Et il y a certaines années, il y a 10 nouvelles espèces qui sont décrites par an dans le genre Nepenthes. Alors, en matière de connaissance de répartition des plantes, en matière de connaissance de la diversité au sein d'un genre, quelle est la validité de tout ça? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 15 ans, le nombre d'espèces décrites dans ce genre-là a été multiplié par 2. Voilà. Et en fonction des auteurs, certains donnent 130, d'autres donnent 150. Enfin, en tout cas, moi, par rapport à mon propos, ce qui me plaît de vous dire, c'est que ce centre de diversité, ce centre de diversification, il est péninsule malaise, Java, Sumatra, Bornéo. Là, il y en a des dizaines d'espèces. Là, il y en a des dizaines d'espèces. Et puis ce genre, il est allé coloniser. Et il est tellement parti en matière de colonisation qu'il a même réussi à gagner la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il existe une espèce là-bas qui s'appelle vieillardi. Et puis de l'autre côté, il a réussi à coloniser, donc il y a une espèce au Sri Lanka, il y a une espèce aux Seychelles, et il y a même une espèce, enfin il n'y en a même pas une, il y en a deux, à Madagascar, c'est cette espèce-là, qui s'appelle Nepenthes madagascariensis. Donc vous voyez, derrière un centre de diversité, ils sont allés coloniser, différents espaces. Alors deux espèces, cette fois-ci, qui sont asiatiques, ça c'est Troncata, Nepenthes troncata, qui est un des Nepenthes avec les urnes les plus grosses, et puis ça c'est une très belle espèce endémique du Kinabalu, qui s'appelle Nepenthes raja. Voilà. Voilà. Et puis l'autre genre dont je voulais vous parler, qui a à peu près la même, enfin, il est un peu plus tempéré, mais il y a une section particulière, c'est les rhododendrons. On a des rhododendrons dans les Alpes, mais l'endroit dans le monde dans lequel il y en a le plus, c'est le sud-est asiatique, le Yunnan et le Sichuan, notamment, et la Birmanie. Et derrière cet endroit, ce centre de diversification, il y a une partie des rhododendrons qui sont partis vers l'Europe, et qui ont abouti jusque dans les Alpes où on a deux espèces, notamment une seconde en Haute-Savoie. Une lignée évolutive est allée en Amérique et une lignée évolutive est allée en direction de la Papouasie et du nord de l'Australie. Et cette lignée évolutive en direction de l'Australie, c'est un sous-genre particulier qu'on appelle le genre Vireia. Et il existe des centaines d'espèces. Donc là, je vous en ai mis deux. Ça, ce n'est pas du tout les rhododendrons qu'on a chez nous dans les Alpes. Ce sont deux espèces de rhododendrons de cette section Vireia, qui sont vraiment des rhododendrons du sud-est asiatique. Quand on part du Yunnan et du Sichuan, on en a beaucoup d'espèces, ça augmente, ça augmente, ça augmente,
Et plus on avance vers l'Australie, et plus le nombre d'espèces se réduit. Et quand on est dans le nord de l'Australie, eh bien, ce genre disparaît progressivement. Donc c'est vraiment un genre typique de cet empire indomalais. Alors je vous en ai mis deux. Celle-ci qui a été découverte assez récemment, en 2009, une très belle espèce de la section Viraya. Et puis alors celle-ci, elle me plaît beaucoup, parce que c'est le plus petit rhododendron du monde, et en plus il est petit, et en plus il est épiphyte. Voilà. Et il vit sur des troncs de fougères arborescentes. Voilà. C'est une espèce décrite dans les années 60, dans les montagnes de Papouasie. Voilà. Et puis, le genre Freycinetia, alors là, c'est un genre très très important, dont un des berceaux de diversification se trouve dans cet empire indomalais. Voilà. Le genre Hoya. Ah oui, juste ce que j'ai oublié de vous dire, voilà, c'est ça. Je voulais vous en parler à partir d'ici, parce qu'il y a deux moments où on peut en parler. C'est que par rapport aux connaissances biogéographiques de l'époque, aujourd'hui, ce genre Nepenthes, il est tellement étudié, il y a tellement de focalisation et d'énergie qui est centrée sur ce genre, c'est que la génétique, aujourd'hui, on a décrit toutes ces espèces, on a étudié leur répartition, et on a été capable de faire les analyses génétiques. Et vous savez qu'à travers l'analyse génétique et les horloges moléculaires, c'est-à-dire comment les mutations se passent au cours du temps, si vous voulez, on est capable aujourd'hui, par rapport au texte qu'écrivait Wallace à son époque, de savoir à quel moment le genre a émergé et comment ce genre a créé des groupes, a permis l'apparition de ce qu'on appelle des innovations. Ces innovations ont permis de coloniser des nouveaux territoires. Et aujourd'hui, on est capable, notamment dans les Nepenthes, et par exemple chez les pinguicules, un genre dont j'aurais pu vous parler, eh bien on est capable même de vous dire aujourd'hui, ce genre, il a tant de millions d'années, il a évolué de telle manière, il y a eu telle innovation qui a permis ça, qui a permis ça, qui a permis d'évoluer comme ça, comme ça. Donc ce fameux texte de Wallace de 1850, eh bien aujourd'hui, par rapport à la génétique, la physiologie, la biogéographie, la connaissance des espèces à l'échelle mondiale, eh bien on est capable de répondre aujourd'hui à ce fameux propos de Wallace de cette époque. Voilà, les Hoya. Alors je finis, puisque le thème de la conférence c'est le monde tropical, donc j'ai parlé des grands empires. Puis alors il y en a un dont je n'ai pas parlé, qui appartient au monde tropical. Eh bien c'est l'endémisme insulaire, c'est-à-dire toutes ces îles du monde tropical. Alors on parle dans ce colloque des explorateurs, et vous savez tous combien sont importantes ces îles dispersées à l'échelle mondiale, puisque c'était des moments où les voyageurs pouvaient faire des haltes pour faire de l'eau et pour se nourrir. Mais sur ces îles, eh bien, il y a eu un foisonnement de vie extrêmement important. Alors j'aime beaucoup ce dessin de Tintin. Alors les puristes pourraient me dire que, puisque j'ai été vérifié, malheureusement Tintin, dans son île mystérieuse, c'est en zone arctique. Voilà. Hein, quand on voit, ils ont des doudounes. Mais bon, je trouvais l'idée intéressante. Surtout, ce qui me plaisait beaucoup, c'est cette idée de l'émergence d'une île. En général, c'est volcanique, très souvent, hein, pour faire simple. Là, c'était une météorite. Mais surtout, ce concept de arrive sur cette île, là, en l'occurrence, c'était sur les pieds de Tintin, des araignées et des champignons, et comment, depuis des petites introductions, eh bien, il y a une explosion de vie qui apparaît. Je trouve que le parallèle est intéressant, puisque dans le cadre... Alors, moi, j'ai choisi l'exemple que j'ai trouvé le mieux, le plus symptomatique à l'échelle mondiale. Celui qui m'a vraiment le plus marqué, c'est l'archipel d'Hawaï. Donc, un tout petit archipel, perdu au milieu du Pacifique, avec des toutes petites îles, isolées depuis très longtemps. Donc, vous avez là le cortège, si vous voulez, très isolé, très petit, depuis très longtemps. Donc, vous avez là quelque chose de tout à fait exceptionnel, qu'on retrouve en Polynésie, dans d'autres îles. Mais vraiment, Hawaï, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, un archipel volcanique. Donc là, c'est au pied du... Alors, je ne sais plus si c'est le Mauna Loa ou Mauna Kea. Donc ça, c'est le cratère volcanique, et ça, c'est la fameuse coulée qu'on retrouve au bord de la mer. Et puis donc là, vous avez une coulée de lave récente, et puis regardez, la colonisation par les premiers végétaux. Là, c'est des néphrolépistes, donc c'est un genre de fougère. Ça, c'est des métrosideros, donc c'est un genre très bien représenté dans la région Pacifique. Et puis, regardez, c'est pour ça que j'ai pris celle-là, le petit Psilotum nudum, la petite plante dont je vous ai parlé au début, là, dont le cousin
a émergé lors de l'eau, eh bien, elle est déjà là, présente dans les coulées de lave, le Psilotum nudum. Alors, dans ces milieux tropicaux, eh bien, regardez, donc là, vous avez, là, j'ai trouvé c'est dans un musée à Hawaï, eh bien, vous avez des points chauds, et vous voyez qu'effectivement, derrière ces points chauds, si vous allez au fond de la mer, eh bien, vous pouvez retracer toutes les lignées des volcans qui se sont succédés sur des dizaines et dizaines de millions d'années, qui permettent de voir l'émergence d'énormément d'archipels ou d'îles du Pacifique, et notamment, bien sûr, l'archipel d'Hawaï, dont vous retrouvez des traces au fond de la mer à l'échelle volcanique, jusque dans les îles, jusque dans l'archipel des Saccalides. Alors, très isolé, depuis très longtemps, et très petit. Donc ça, c'est extraordinaire en matière de biogéographie, c'est que ça va permettre aux quelques êtres vivants qui arrivent de faire une véritable explosion. Puisque, bon, on pourra en parler si vous le souhaitez, mais plus la population d'origine est faible, plus la dérive génétique sera importante et plus la spéciation va être forte. Alors, deux exemples, avant de parler des végétaux. Premier, c'est ces petits escargots, où effectivement, dans chaque petite vallée, eh bien, a créé une espèce particulière. Voilà. Et donc, vous avez, chaque petite vallée a sa petite espèce particulière au sein de ce groupe d'escargots. Bon, la plupart d'entre eux ont malheureusement aujourd'hui disparu, puisque c'est des îles extrêmement fragiles, c'est une biodiversité extrêmement fragile. Et puis un autre exemple, donc la plupart d'entre eux ont également disparu, c'est l'histoire des fameux pinsons de Darwin, vous vous souvenez? Eh bien, il existe la même chose à Hawaï, avec des pinsons avec des longueurs de bec différentes. Et la plupart de ces oiseaux ont malheureusement aujourd'hui disparu aujourd'hui. Alors, on en retrouve encore. Ça, c'est une photo que j'ai pu faire dans un parc national. Alors, à une certaine altitude, eh bien, on arrive encore à en voir quelques-uns. Il reste 10 photos et 10 minutes. 10 photos et 10 minutes? C'est parfait, j'ai presque fini. Je vais être dans les temps. Et alors, du coup, je me permets de le dire. Donc, c'est un paludisme aviaire. Et la faune, la flore himalayenne, la flore hawaïenne, pardon, eh bien, il y a énormément de plantes qui ont évolué en lien avec ces oiseaux avec des grands becs. Donc il y a énormément de plantes qui ont des fleurs en tube. Et comme ces oiseaux ont été atteints de la fameuse du paludisme aviaire, jusqu'à quasiment 1500 mètres d'altitude, quasiment toutes ces espèces ont disparu. Ça veut dire que toutes ces plantes à long tube, à fleurs en long tube, eh bien, n'ont plus la possibilité d'être pollinisées. Alors, une de celles, justement, qui a été énormément affectée, eh bien, c'est un genre dans la famille des malvacées. C'est le genre Hibiscadelphus. Donc, c'est un genre endémique de l'archipel d'Hawaï, de la famille des malvacées. Alors, elle, j'aime bien en parler parce qu'elle a vraiment pas de chance. Et premièrement, elle était pollinisée par un agent pollinisateur qui a disparu. Donc, le taux de fécondation, le taux de fécondité et d'apparition des graines est extrêmement faible. Mais il y a quand même un petit peu de fécondation, un tout petit peu, parce qu'avec le vent, il y a toujours quelques grains de pollen qui tombent. Et les fruits qui se forment, là vous avez un fruit de l'Hibiscadelphus. Donc quand vous prenez les fruits, il y a quelques graines qui apparaissent à l'intérieur. Malheureusement, le fruit tombe sur le sol. Et comme on l'avait déjà dit dans les éditions précédentes, les rats, qui ont colonisé la plupart de ces îles, se régalent, éclatent les fruits et mangent les quelques graines qui apparaissent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'état naturel, dans son milieu naturel, eh bien, une plante comme celle-ci, elle a plus son agent pollinisateur. Dans la nature, on n'arrivera jamais à éradiquer les rats au sein de son aire de répartition. C'est-à-dire que si cette espèce-là, elle n'est pas jardinée, entre guillemets, c'est-à-dire entretenue de manière artificielle, cette espèce clairement disparaît. Donc les autorités des parcs nationaux en ont en culture dans les jardins et ils en replantent dans les milieux naturels, mais dans la nature, la plante ne peut plus vivre. Enfin, en tout cas, elle ne peut plus se reproduire. Alors, j'ai presque fini. Les connaissances en biogéographie aujourd'hui sont tellement importantes que, par exemple, donc cet archipel d'Hawaï, donc aujourd'hui, l'archipel d'Hawaï, c'est à peu près 1000 plantes à fleurs, 1000 espèces de plantes à fleurs. Oui, 1000, dont beaucoup de fougères. Voilà. Et surtout, ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers les études génétiques qui ont été faites, quand on prend ces 1000 espèces végétales, eh bien, les scientifiques ont réussi à dire qu'au cours du temps, au cours des millions d'années, eh bien, il y a eu
272 introductions réussies. C'est-à-dire que ces 1000 espèces végétales sont en fait l'évolution de 272 plantes qui sont arrivées à des moments divers, qui pour certaines d'entre elles sont restées relativement stables, puisqu'on retrouve les mêmes espèces sur d'autres îles. Dans d'autres cas, elles ont fait de la spéciation, elles ont permis l'émergence de quelques espèces. Et puis dans d'autres genres, au contraire, elles ont explosé et elles ont permis l'émergence de dizaines d'espèces différentes. C'est le cas des escargots, c'est le cas des oiseaux, et puis c'est le cas dans certains genres végétaux. Et donc, en analysant ces 272 introductions, on a même pu la temporaliser, c'est-à-dire montrer à peu près à quelle période ces plantes sont arrivées et comment a permis l'émergence de toutes ces espèces. Et donc, on a été capable de définir qu'à peu près 40% des plantes de ces introductions réussies étaient en provenance de l'Empire Indo-Pacifique, 17% de l'Empire australien et 17% de l'Empire néotropical. Donc on est capable, quand on voit une espèce, de vous dire d'où elle dérive, quand est-ce qu'est arrivé son ancêtre et de quelle origine venait cette plante-là. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors un genre qui me plaît beaucoup, des plantes rarissimes, hein, tout ça est extrêmement protégé au niveau international. Donc, et c'est un des genres qui a explosé à Hawaï, eh bien c'est le genre Hibiscus. Voilà. Donc tout ça est en voie d'extinction dans la nature, puisque malheureusement à Hawaï, les milieux naturels sont extrêmement dégradés. Voilà. Et cette évolution, eh bien, elle est encore en marche. Elle est encore en marche. Ça, c'est sur l'île de Maui. C'est le cratère du Haleakala. C'est un cratère volcanique qui est au centre de Maui, avec le fameux observatoire astronomique. Et pour vous montrer que cette évolution est encore en marche et qu'elle est très rapide, eh bien, vous avez un genre qui est très connu, qui est le genre Argyroxyphium, avec cette espèce. Alors, il y a des espèces endémiques sur chaque île, mais là, c'est l'espèce endémique du volcan du Haleakala, qui s'appelle Sandvicensis, qui est une astéracée. Vous avez un cousin, qui est le genre Daubentia menziensi, une espèce assez commune à Hawaï, qui appartient également à la famille des astéracées. Vous avez deux genres qui ont été distincts botaniquement. On est face à des choses qui, en termes d'évolution, sont assez éloignées. Mais, quand on se promène dans le cratère du Haleakala, eh bien, regardez, on trouve ça. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est un hybride entre cet Argyroxyphium et ce Daubentia. Ça veut dire qu'en termes d'évolution, les choses sont arrivées, elles ont explosé en matière de spéciation, mais, il reste encore un petit lien de parenté, une certaine, l'isolement génétique n'est encore pas total, et de temps en temps, des hybrides apparaissent entre ces deux genres, le genre Daubentia et le genre Argyroxyphium. Voilà. Alors, c'est tellement menacé, c'est tellement dégradé, il y a tellement de plantes envahissantes. Là, regardez, ça c'est sur l'île de Kauai, donc c'est au nord de l'archipel. Vous avez un superbe sous-bois de Brassiaea actinophylla, qui est une saleté horrible. Donc on met ça dans les jardins, et voilà, ça pousse extrêmement vite. Et regardez, en dessous, alors il reste des pandanus quand même qui arrivent à pousser, mais il n'y a plus rien. Tout a disparu. Et donc là, c'est un des chercheurs du jardin botanique de Allerton qui travaille sur la préservation des espèces. Eh bien, quand on est en bas, on a à peu près ce type de paysage. Il faut monter, quasiment à presque 1000 mètres d'altitude. Et alors voilà ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que pour réussir à faire pousser les plantes endémiques et rares et menacées, eh bien, c'est du jardinage. C'est-à-dire qu'on plante les pieds les uns à côté des autres. Et pour éviter que ça colonise, on met même du plastique autour pour qu'elle puisse survivre. Voilà. Donc une flore extrêmement intéressante, extrêmement fragile, et dont malheureusement beaucoup de représentants ont déjà disparu. Alors ça, c'est l'exemple du jardin botanique d'Allerton. Et puis sur l'île de Maui, eh bien, il y a quand même beaucoup d'actions, puisque ces plantes-là sont des plantes absolument superbes, absolument splendides. Et le cratère du Haleakala, c'est sec. Et pourtant, la plante régresse. Alors, je me demandais pourquoi. Et en fait, c'est que les gens, historiquement, comme la plante est très sèche, quand on faisait des feux, en fait, on coupait les individus, alors que ça pousse très lentement, on coupait les individus et on les brûlait. Voilà, on les brûlait. Donc, le parc national, aujourd'hui, a fait tout un programme, regardez, avec des semis pour
réinstaller progressivement des populations importantes. Voilà. Donc vous voyez que depuis Humboldt et Bonpland, qui ont vraiment initié cette science de la géographie des plantes, la phase importante de Wallace, qui donne cette phrase importante, c'est que la répartition d'une plante aujourd'hui est le reflet de son histoire, de son climat, de la dérive des continents, de la génétique, etc. Et effectivement, j'ai essayé de vous montrer des exemples pour vous montrer qu'aujourd'hui, la répartition des plantes, et j'aurais pu prendre des exemples animaux, eh bien, on arrive à connaître un peu, de manière de plus en plus précise, vraiment l'histoire de chacun des végétaux qu'on a sur Terre. Voilà, merci de votre attention.